Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce salon Cyclo Toulouse Occitanie, le grand rendez-vous régional de la filière eau. Merci beaucoup d'être avec nous, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour cette deuxième édition, après de beaux moments d'échange en 2022 déjà. Ce rendez-vous sera, comme vous le savez, ponctué de plusieurs conférences, il y en aura 7 au total, que j'aurai le grand plaisir d'animer pendant ces 2 jours, et dont je vais vous détailler le programme dans quelques instants. Mais avant de commencer, je vais donner la parole à Jean-Claude Lasserre, le président de l'association Cyclo, qui organise cet événement. Merci Pauline. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Écoutez, ravi de vous accueillir pour la deuxième édition des salons Cyclo à Toulouse. Un grand merci à nos 5 partenaires qui nous aident beaucoup dans la construction des conférences. C'est très important pour nous. Il y a l'Agence de l'eau, Toulouse Métropole, la région, Réseau 31 et le CACG qui nous ont permis de vous concocter un programme pendant ces 2 jours qui sont, je pense, à la hauteur des enjeux du territoire et de cette ressource. Donc je ne serai pas plus long, je serai simplement content si tout le programme qui a été mis en place et puis également tout ce qu'il y a dans le salon puisse convenir et surtout trouver des solutions à cette problématique de la ressource. Merci beaucoup d'être présent et passez une très très belle journée. Merci Pauline. Merci Jean-Claude. En effet, bon salon à tous les exposants et visiteurs. N'hésitez pas à rester avec nous un petit peu sur l'espace conférence. On compte sur vous pour venir ponctuer les échanges et les débats de vos questions, parce que c'est aussi le but, c'est d'avoir des temps d'interaction. Le programme, le voici rapidement. Dans quelques minutes, donc, nous parlerons de la question qui nous préoccupe et nous anime tous, celle de la disponibilité en eau et des adaptations nécessaires sur le territoire du bassin Adour-Garonne, comme vous le voyez, et même du Grand Sud-Ouest. À 11h30, la thématique sera celle de l'eau dans la ville et nous parlerons de comment sa place a évolué ces dernières années, remettant en question des schémas urbains établis. À 14h, nous nous retrouverons pour parler d'un sujet qui fait toujours débat, celui de la réutilisation des eaux non conventionnelles. Puis à 16h15, ne manquez pas notre plénière institutionnelle avec la présence d'élus et de collectivités. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Ça continue demain, mais on aura l'occasion de vous le représenter le moment venu. Sans plus attendre, je vais lancer cette première conférence pilotée par la CACG, l'Agence de l'eau Adour-Garonne, la région Occitanie et Réseau 31. Alors, nous le savons tous, le Grand Quart Sud-Ouest, mais aussi le pourtour méditerranéen qui concerne la région, sont des régions qui seront tout particulièrement impactées par le changement climatique et se pose bien évidemment la question essentielle, vitale, de la disponibilité de la ressource en eau. On le sait, nos territoires doivent dès aujourd'hui s'adapter à des hausses de température, à des épisodes de précipitations plus incertains, des impacts sur le manteau neigeux. Et on sait que les collectivités, les élus, les acteurs de l'eau au sens large planchent déjà beaucoup sur ces sujets avec des actions concrètes et des projets d'avenir. Nous allons les entendre dans quelques instants. Je vous demande donc d'accueillir, s'il vous plaît, sur scène et d'applaudir Guillaume Choisy, directeur général de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Un grand merci d'être avec nous ce matin. Éric Cadoré, conseiller régional et président de la commission eau à la région Occitanie. Je vous laisse vous installer comme vous voulez. Robert Médina, vice-président en charge de l'eau et de l'assainissement à Toulouse Métropole. Willy Louis, directeur général de la CACG, c'est la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, on va le redire. Olivier Livrosé, directeur territorial Ariège et Haute-Garonne à la Banque des Territoires. Et Loïc Gaujard, conseiller départemental de Haute-Garonne et vice-président de Réseau 31. Merci messieurs d'être avec nous pour lancer ce salon et ce cycle de conférences. Un dernier petit mot avant de vous donner la parole, bien sûr. Je vous signale qu'un temps d'échange sera prévu à la fin de cette conférence pour une séquence de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à mettre vos petites questions de côté. Guillaume Choisy, on se tourne vers vous pour commencer, bien sûr, avec l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Vous allez nous poser les enjeux de ce bassin hydrographique sur cette question de la disponibilité en eau. Oui. J'imagine. Vous êtes là pour ça. Entre autres. D'abord, merci de l'organisation de ce salon. Merci à Jean-Claude Lasserre. Je n'oublie pas que ce salon est relativement assez jeune. Il est parti en pleine crise du Covid il y a quelques années et aujourd'hui,
bravo à tous les partenaires, mais bravo aussi à vous pour l'organisation de ce salon qui a pris une ampleur aujourd'hui qui est beaucoup plus importante que ce qu'elle était et qui est probablement aussi équivalente à d'autres salons. Et on en avait besoin à Toulouse d'avoir un lieu qui rassemble les acteurs de l'eau, qui valorise aussi les innovations, les stratégies. Voilà, on l'avait à Bordeaux et merci pour cet équilibre-là et je trouve que c'est très intéressant. C'était un pari à l'époque où vous l'avez lancé. Redire aussi que face effectivement au changement climatique, la ressource en eau est très impactée. C'est une des ressources probablement qui peut être mise en danger si on n'agit pas. L'enjeu du changement climatique, c'est une diminution des débits, c'est une augmentation de la température, c'est effectivement des ressources qui peuvent s'amenuiser en qualité et en quantité sur le bassin si on n'y prend pas garde. Alors on n'est pas sans solution, mais ça nécessite effectivement d'avoir une stratégie plus importante que ce qu'on en a aujourd'hui en termes d'investissement. Le déficit de la Garonne, il est déjà de 250 millions de mètres cubes aujourd'hui par rapport au débit d'objectif. C'est assez important, hein, et c'est sans commune mesure. Avec ce qui nous attend si on n'agit pas d'ici 2050, les prévisions, c'est 1 milliard à 1,2 milliard. Donc il y a besoin effectivement d'engager des actions, de préserver cette ressource et d'avoir un temps, que ce soit sur l'innovation, et c'est le propre de ce salon-là, hein, de pouvoir innover, de pouvoir développer des solutions qui permettent de sécuriser la ressource sur le territoire, mais aussi d'avoir une plus grande sobriété face à l'eau dans les usages et de sécuriser ces usages-là par la même solution. Il y a longtemps, on a pensé que pour permettre d'éviter d'avoir des inondations, une même goutte d'eau, il fallait qu'elle descende le plus vite possible à l'océan. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'une goutte d'eau, pour avoir une plus grande résilience face au changement climatique, il faut qu'elle descende le plus lentement possible. Donc il faut la préserver, la stocker sous toutes ses formes, dans les sols, dans les zones humides, ralentir aussi la vitesse des cours d'eau, éviter de les remembrer, en fait, des grandes lignes droites, mais garder effectivement un espace plutôt naturel. Et puis leur donner plusieurs usages. C'est-à-dire qu'une goutte d'eau, quand on a fait de l'hydroélectricité dans des réserves, et des réserves, on en aura certainement plus besoin demain parce qu'on aura du mal à préserver, à prélever pour les différents usages de l'eau en été, quand les débits sont bas, mais aussi quand la qualité, avec une concentration des pollutions, est plus importante. Donc il faut réfléchir à ces unités de stockage qui sont utiles pour sécuriser les usages et de pouvoir donner à une même goutte d'eau un nouveau modèle économique et différents usages. C'est-à-dire que quand elle est en haut, qu'elle puisse descendre jusqu'à la mer avec de l'hydroélectricité produite, de l'énergie, de la sécurisation dans les milieux pour assurer un minimum de débit, de pouvoir permettre à faire de l'eau potable ou de l'eau pour l'industrie et derrière imaginer un nouvel usage qui peut être le nettoyage des cours d'eau. Je sais qu'à Toulouse Métropole, on expérimente le lavage des outils de Tisséo pour leur permettre, ou le stade Ernest Vallon pour pouvoir arroser la pelouse. Là, c'est des usages nouveaux qu'il va falloir développer, sur lesquels j'espère que des salons comme ceux-là permettront de passer de nouveaux caps pour sécuriser les acteurs, sécuriser les collectivités, sécuriser les entreprises dans l'investissement pour une plus grande sobriété et l'usage de l'eau. C'est ce qui nous permettra d'arriver effectivement demain à préserver cette ressource et qu'elle descende le plus lentement possible, mais aussi qu'elle ait plusieurs usages sur le long de son parcours. Et puis pour ça, on a besoin des partenaires. Et ça fait aussi du bien de retrouver ces partenaires. Au-delà du salon, la région a lancé un plan eau il y a quelques mois maintenant, presque un an, je pense d'ailleurs. Juin 2023. C'est ça, juin 2023, qui réaffirme effectivement ces enjeux d'accompagner les entreprises dans l'innovation, sécuriser les industries et la crise agricole que l'on vient voir, vient nous interroger sur notre capacité à sécuriser aussi les activités économiques telles que l'agriculture dans leurs ressources et dans leurs prélèvements. Et il y a un plan et on travaille avec l'ensemble des collectivités, le département, les régions, les collectivités territoriales pour pouvoir sécuriser ça et avec l'État pour pouvoir effectivement sécuriser cette ressource-là. On a aussi besoin d'opérateurs, c'est-à-dire que même si on a, et je salue le directeur du SMEAC, des outils politiques qui permettent de planifier les choses, on a aussi besoin d'opérateurs économique et je suis heureux de retrouver la CACG à ses côtés parce que c'est un acteur indispensable, opérationnel, qui sait gérer aujourd'hui et on a de la science et c'est important. La gestion de l'eau sera de plus en plus complexe et on aura besoin de plus en plus de sociétés d'ingénierie qui sont en capacité de porter des projets, de résoudre des problématiques qui seront difficiles sur les débits, sur les questions de stockage, sur le multi-usage. Et ces enjeux-là, ça ne s'improvise pas. Ça nécessite aujourd'hui sur l'eau d'avoir de l'ingénierie de haut niveau. Et c'est ce que l'on a aujourd'hui avec la CACG dans cette nouvelle ère qui s'offre. Et je laisserai
Willy Louise, le directeur, l'exposé. On a aussi besoin de réseaux. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais, c'est la solidarité, le propre du bassin. Monsieur le président, vice-président de 31 pour en témoigner, mais c'est pour nous des opérateurs essentiels. Et on s'est aperçu en 2022 que là où on n'était pas organisé, c'est là où on a eu les plus grandes ruptures. 2022, c'est 400 collectivités qui sont en rupture, 1,5 million d'habitants sur le bassin d'Our-Garonne. Il y a 82%, c'est des collectivités qui ne sont pas organisées au-delà de la commune. Voire même sur certaines communes, on arrivait à trouver 2 syndicats d'eau potable pour une commune de 250 habitants. Ces communes-là, c'était les premières à être en rupture. Parce qu'il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas la diversification des ressources, il n'y a pas les réseaux qui le permettent. Donc c'est important de pouvoir avoir des réseaux et d'entretenir le patrimoine. C'est ce que l'on fait aussi avec le réseau 31, mais c'est ce qu'on fait aussi avec la Caisse des dépôts et consignations, avec un appel à projet en partenariat qui permet, dans un dossier unique, mais je pense que la Caisse des dépôts et consignations y reviendra, avec une vraie simplification qui permet une offre aujourd'hui sécurisée pour les collectivités locales. Oui, la sécurisation en alimentation, c'est primordial. Mais la sécurisation financière, c'est aussi un enjeu. On est sur un territoire rural. On n'oublie pas que les financements sont aujourd'hui plus difficiles à obtenir que par le passé, avec des taux plus importants. Et on offre aujourd'hui avec l'État, avec la Banque des territoires, une vraie offre pour les collectivités sécurisantes. Oui. Et puis on le fait parce qu'on a aussi une solidarité. Nos ressources à l'agence, on n'oublie pas qu'elles viennent à 45% des 2 grandes agglomérations, Toulouse et Bordeaux, et à 82%, on le redistribue sur des zones de ZRR qui représentent 77% du bassin. C'est un vrai outil, l'agence de l'eau est aujourd'hui un vrai outil de solidarité. C'est un outil de connaissance, de suivi, mais aussi un vrai outil de solidarité vis-à-vis des territoires pour l'adaptation au changement climatique. Et c'est ce que l'on fait, et je souligne aussi le travail fait avec Toulouse Métropole, à la fois sur cette solidarité-là, mais aussi sur cette capacité, dans le cadre du plan eau notamment annoncé par le président de la République il y a juste un an, ce sera la première, je pense, agglomération à expérimenter une tarification incitative. Alors, beaucoup d'agglomérations travaillent aujourd'hui, mais je pense qu'elles vont passer un peu de temps sur une tarification sociale ou sur une tarification incitative. Là, je trouve que c'est unique en France en tout cas, unique sur le bassin, d'avoir une tarification saisonnière. Et je suis extrêmement intéressé, et nos instances également, de regarder ce que ça va provoquer en termes de sobriété, mais aussi en termes de capacité à imaginer un nouveau modèle. Voilà, donc on sera heureux de pouvoir suivre et soutenir l'agglomération dans cette démarche-là, qui est pour nous très innovante, et on a déjà sur l'agglomération eu plein d'innovations qu'on a soutenues. C'est aussi le propre des agglomérations de pouvoir nous tirer sur des expérimentations à plus grande échelle opérationnelle qu'on peut divulguer après. Ça a été le cas sur l'hypervision qui a été développée ici. Ça a permis 7%, je crois, l'hypervision en termes d'économie d'eau. Et quand on l'a développé sur les hauts plateaux de Corrèze, par exemple, ça a été 20%, parce qu'ils partaient un peu plus bas, ils étaient à moins de 50%. Donc c'est toujours tout de suite des efforts, et ça n'aurait pas été permis si on ne l'avait pas expérimenté sur des outils plus grands. En tout cas, merci pour cette organisation de cette table ronde. Merci aux partenaires d'être présents ici. Vous vouliez dire un mot peut-être sur le 12e programme d'intervention, rapidement ? Oui, donc on est en train de le construire. On est en train aujourd'hui, ça fait partie des débats, on est en train de construire notre programme pour les 6 prochaines années. On souhaite qu'il soit plus simple, plus accessible, plus efficace, plus tourné vers l'action aussi. C'est un programme qui a été construit en lien avec l'État, mais aussi en lien au plan eau, avec 100 millions de plus au niveau des engagements, des capacités d'engagement des agences. C'est ce que l'on vise. Il y a eu un travail qui a été mené par Sébastien Vincini, le président de la Commission des finances, qui est assez considérable pour pouvoir ancrer et faire accepter cet enjeu-là. Donc on est dans cette trajectoire fiscale où tout le monde va participer un petit peu plus. Et on aura aujourd'hui des enjeux dans ce 12e programme agricole, notamment assez importants, pour sécuriser en quantité et en qualité, mais aussi de sécurisation encore de la qualité de l'eau, et probablement qu'on ira progressivement sur des enjeux aussi de micropolluants et de gestion des micropolluants. D'où l'importance de trouver ces solutions, parce que ce sera probablement l'enjeu de la DCO date 2027. Il faut s'y préparer, il faudra qu'on ait des démonstrateurs, et il faudra aussi probablement qu'on ait à la fois des stratégies curatives, préventives plus importantes, mais je pense que dans une phase intermédiaire, on n'évitera pas non plus d'avoir des stratégies probablement curatives nécessaires pour sécuriser en qualité l'eau sur nos territoires et l'eau distribuée dans les réseaux, qui est de toute façon aujourd'hui et durablement de plus grande qualité que l'eau qu'on stocke dans des bouteilles plastiques en plein soleil. Il n'y a pas débat là-dessus. Notre eau est de confiance. Je pense qu'il ne faut pas perdre confiance. Il faut le redire. Et un point positif, c'est que depuis 3 ans, sur le bassin, on consomme plus d'eau
du robinet pour notre alimentation en eau potable que de l'eau en bouteille. Et c'est une bonne marque de confiance des acteurs que sont les acteurs du territoire, et bravo à eux. Un bon changement, comme quoi les discours infusent aussi. Merci beaucoup, vous avez souligné effectivement la qualité. On parle beaucoup de quantité de la ressource, mais il y a évidemment la question de la qualité. Guillaume Choisy, restez avec nous autant que vous pouvez. Je crois que vous... Malheureusement, je ne pourrais pas C'est rester. maintenant. Voilà, oui, voilà. Je sais que vous avez un rendez-vous important préfectoral. Marie-Christine Moudis et puis les équipes de l'agence sont là pour pouvoir répondre à vos questions avec plaisir. Merci. Voilà, donc merci de votre présence, c'était bien de vous avoir même sur ce temps court, et on continuera avec vos collègues pour les questions. Merci beaucoup Guillaume Choisy. On va passer à vous, Éric Adoré, pour la région. La question de l'eau recoupe beaucoup de sujets, évidemment. Donc, quelle stratégie globale, quelle réponse apportez-vous au niveau de la région Occitanie à cet enjeu de la disponibilité de la ressource? Bonjour à toutes et tous. Merci Madame Boyer. Je salue Monsieur Choisy, Monsieur Livrosé, Monsieur Gaujard et Monsieur Louis, que des messieurs, et moi-même. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse attention à ce que nos tribunes soient un peu plus féminisées, mais bon, c'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la réalité des choses, mais je pense que c'était important de le souligner. Alors en effet, la région Occitanie, on pourrait se demander pourquoi elle intervient sur les questions de l'eau, puisque ça n'est pas directement, au terme de la loi, une compétence de la région. Mais par contre, on pense au titre de l'environnement, au titre de l'économie, au titre de l'agriculture, au titre du développement territorial, au titre de la recherche. De la recherche, de l'innovation. On est quelque part finalement très, très compétent. Et la présidente Carole Delga, qui a un passé professionnel important dans le domaine de l'eau, moi je l'ai connue à cette époque-là, franchement, je pense que c'est bien qu'on ait engagé depuis longtemps, depuis 2018, une réflexion sur ces questions. Et qu'on ait adopté finalement en juin 2023 un nouveau plan eau régional qui vise à répondre à l'accentuation des phénomènes qu'on connaît aujourd'hui de raréfaction de l'eau, de disponibilité de la ressource, de problèmes de pollution, de qualité d'eau et aussi de problèmes de gouvernance, c'est-à-dire de lisibilité pour les citoyens et de pouvoir permettre aux citoyens de s'emparer de ces questions et notamment de l'économiser, de mieux la gérer, sans penser qu'il n'y a qu'une solution. Il y a vraiment un mix de solutions sur lesquelles la région souhaite s'engager. Alors, la problématique, c'est qu'on a des consommations d'eau qui sont importantes. Tout milieu, c'est-à-dire les usagers, mais aussi l'industrie, aussi le tourisme, aussi l'ensemble des besoins en eau de la société. Et qui vont augmenter. Et qui vont augmenter, puisque la population augmente aussi. C'est l'attractivité, c'est le contre-coup de l'attractivité, c'est que derrière, on a aussi des besoins en eau et en énergie qui augmentent. Nos milieux aquatiques ont subi d'importantes dégradations. Bon, je ne reviens pas dessus, mais il y a les pollutions, mais pas que. Il y a aussi l'état morphologique des rivières, il y a l'état des nappes. Voilà, l'eau, c'est complexe. C'est un sujet technique et les bases scientifiques sont importantes. Et toutes ces pressions donc, pourraient s'accentuer du fait de l'augmentation de population et du fait du changement climatique qui rend la ressource un bien précieux, un bien commun, et je pense un bien qui doit être géré par la puissance publique, même si bien sûr il y a des partenariats avec les acteurs privés, c'est nécessaire, mais je pense que la grande logique doit être portée par la puissance publique et par les grandes collectivités, mais aussi les petites, puisque les communes ont un rôle important à jouer, même si elles ne peuvent pas seules intégrer l'ensemble du cycle de l'eau, évidemment. Donc, faute d'engagement concret, l'eau pourrait rapidement représenter une limite au maintien de l'environnement, à l'aménagement de l'Occitanie. Là, ici, on parle du Grand Sud-Ouest, mais nous, on est ciblé Occitanie. Donc, c'est à la fois l'ancien Languedoc-Roussillon et l'ancienne Midi-Pyrénées. On a regroupé. Donc, on a plusieurs agences de l'eau, on a plusieurs acteurs. On a un réseau hydraulique régional important, avec des ouvrages, avec des structures qui peuvent permettre de mieux gérer la ressource en amont de toutes les activités et en aval après les activités humaines par rapport à la disponibilité et la qualité de la ressource. Ce réseau hydraulique régional, vous le connaissez, c'est BRL d'un côté, la CACG qui est parmi nous aujourd'hui, donc je vais écouter avec plaisir, étant moi-même membre du conseil d'administration de la CACG. Il se passe des choses importantes dans ce domaine d'utilisation de la structure, de son rôle, du rôle qu'elle peut jouer en appui aux collectivités territoriales. Et la région va aider à ça. On a recapitalisé, on a réfléchi à un projet
avec l'ensemble des partenaires de la CACG, puisque c'est un conseil d'administration qui regroupe plusieurs partenaires, de manière à lui donner un rôle important. Bon, vous avez vu que sur la partie, on va dire, des Pyrénées-Orientales, la sécheresse a pris une ampleur considérable. Vous voyez sur la carte qu'on vous montre là les impacts du déficit structurel entre le besoin en eau et les ressources disponibles, avec l'augmentation des températures et les effets climatiques qui sont typiquement méditerranéens. Si on regarde les choses à une échelle encore plus grande sur la Méditerranée, eh on s'aperçoit que ces couleurs rouges sont très très prégnantes sur tout le pourtour et remontent sur les territoires. J'entendais à la radio ce matin qu'on disait qu'on allait faire du vin en Scandinavie ou dans les pays du Nord. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Il y a tout notre paysage territorial, politique, social, économique, environnemental est en train de changer et la politique de l'eau doit s'adapter. Je crois que c'est l'enjeu stratégique principal pour nous tous aujourd'hui, chacun dans son domaine de compétences et chacun dans ses spécialités, mais avec des visions qui, à mon sens, doivent être des visions publiques, d'une gestion partagée de l'eau, d'une gestion publique de l'eau et d'une gestion qui amène des réponses à tous les acteurs qui, eux, sont nombreux. Donc je pense qu'il faut réfléchir au rôle de l'État, au réglementaire, au soutien au travers des agences de l'eau, évidemment, mais aujourd'hui, je pense que le principe de l'eau paye l'eau n'est plus suffisant. On doit aller plus loin, on doit réfléchir à des financements plus globaux, d'une part. Et d'autre part, on doit permettre aux acteurs locaux d'agir et d'avoir des solutions efficaces. Ça veut dire la démocratie locale de l'eau, ça veut dire les petites structures sont finalement aussi importantes que les grandes. Voilà. Je ne veux pas être plus long. J'ai peut-être oublié des choses par rapport Peut-être rapidement un petit mot sur le plan eau dont on parlait tout à l'heure, que vous avez voté il y a presque un an maintenant. Je sais qu'il y a des axes majeurs d'intervention et qui commencent à se décliner, j'imagine, parce qu'entre le temps où il est voté et où ça se retrouve sur le terrain, on doit commencer à voir ça. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de préciser tout ça. Alors, on a une construction du plan qui a été complète, c'est-à-dire qu'on a à la fois consulté les acteurs, à la fois des scientifiques et à la fois les citoyens. Il y a eu tout un processus de concertation citoyenne sur l'élaboration du plan. Et il se décline aujourd'hui en 3 axes. Le premier axe, c'est sensibiliser aux enjeux de la gestion de l'eau. C'est toute la partie communication, information dans les lycées, dans les collèges, partout. Même si nous, on est compétents sur les lycées, évidemment. Oui. Être exemplaire, c'est-à-dire faire ce qu'on dit. C'est important parce que dans nos lycées, on peut encore améliorer les consommations d'eau, énergétiques aussi. Voilà. Donc, être exemplaire sur nos ouvrages, sur notre propre réseau. Optimiser les usages de l'eau. Donc, c'est utiliser tout le mix de solutions possibles, que ce soit les solutions fondées sur la nature, les économies d'eau, mais aussi les réseaux, mais aussi... Alors, nous, on n'intervient pas, la région, dans le petit circuit de l'eau, c'est l'agence de l'eau. Nous, on ne finance pas dans ce domaine-là. Mais par contre, sur la qualité de la ressource et le produit fini à l'issue qui reviennent dans le milieu, voilà. Je pense que de plus en plus, la séparation théorique entre le petit cycle et le grand cycle, elle va un peu se dissoudre et on va réfléchir à la gestion globale de l'eau à l'échelle de nos territoires. Et l'axe 3, c'est pour ça qu'avec la CACG et BRL, on est très impliqués, parce qu'on a beaucoup d'ouvrages, on a beaucoup de volume d'eau, beaucoup de contractualisation avec le monde agricole qui est en grande souffrance et qui a exprimé, vous l'avez vu, beaucoup d'exigences. Certaines, on y répond dans l'urgence et ça va être un vote à l'Assemblée plénière demain à la région des mesures d'urgence pour le monde agricole. Mais à plus long terme, il faut qu'on réfléchisse à faire évoluer nos pratiques et les structures et les politiques publiques en termes d'agriculture, de nouvelles espèces, de nouvelles gestions de l'eau. Je crois qu'on est au tout début d'un processus qui va impliquer toute la société. Donc je crois que je n'ai pas oublié de choses importantes. Et l'idée principale, c'est le partage de la ressource. Voilà. Il ne peut pas y avoir une appropriation par qui que ce soit de cette ressource. Elle a besoin d'être partagée et elle a besoin de permettre à ce que la puissance publique s'exprime et donne des réponses aux attentes des usagers qui sont très fortes. Il ne faut pas oublier les citoyens qui nous regardent et qui regardent ce qui se passe et qui vont nous dire à un moment donné ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas.
Et les collectivités peuvent montrer la voie. Merci beaucoup, Eric Cadoré. N'hésitez pas, les uns les autres, à intervenir. C'est le but d'une table ronde. Mais on va poursuivre avec vous, Robert Médina, donc pour Toulouse Métropole. Donc il y a des actions concrètes en direction de la ressource. Et on imagine tous, et j'imagine, on attend même que vous nous parliez un peu de la tarification saisonnière dont Guillaume Choisy a parlé. On va vous retrouver, je le signale, sur 2 autres conférences où vous pourrez aussi le développer. Mais allez-y, côté Toulouse Métropole. Alors, côté Toulouse Métropole, merci d'abord de me donner la parole. Côté Toulouse Métropole, nous faisons un maximum, évidemment, pour prélever un minimum de la Garonne. Déjà, nous avons décidé en 2020 de doubler notre investissement sur le renouvellement des réseaux. L'année dernière, c'est 27 km de réseaux qui ont été remplacés. Ça nous permet d'arriver à un résultat qui est quand même assez exceptionnel, puisque sur la métropole, on est à plus de 87% de rendement, donc moins de 13% de fuite, de taux de fuite. Je vous rappelle que sur l'Occitanie, par exemple, c'est autour de 25%. Et sur Toulouse, on est près de 89% de rendement. Donc ça donne des résultats. Tout ça avec ce renouvellement de réseau, mais aussi avec un centre d'hypervision qui s'appelle Comet, qui a été mis en place par notre délégataire Veolia, cet homme, et qui permet de surveiller 1600 capteurs sur la métropole qui permettent d'écouter les fuites. Donc évidemment, quand il y a une fuite, on peut intervenir dans la journée, et ça c'est très important, ça permet de faire énormément d'économies. En parallèle de ces capteurs, nous avons mis en place des capteurs des capteurs qui permettent de limiter la pression de l'eau dans les réseaux. Ça permet aussi la nuit parfois, quand il y a des secteurs avec des fuites, de baisser cette pression et de faire des économies aussi. La troisième chose que nous avons mise en place, c'est des compteurs. On est en train là de développer, de mettre en place des compteurs téléconnectés. Ça veut dire que chaque usager à Toulouse Métropole aura un compteur téléconnecté et un suivi de sa consommation journalière. S'il y a une fuite, on ne la prend pas le jour où on reçoit la facture, on peut la suivre tous les jours. Et là aussi, il y a une intervention qui peut être faite immédiatement. Voilà, beaucoup de choses qui sont mises en place un mix d'outils pour économiser l'eau. On a mis en place, mais c'est plutôt au niveau de l'expérimentation, depuis 2020, une unité de réutilisation des eaux usées, aussi sur Ginestou-Garonne. Donc, qui produit actuellement autour de 60 mètres cubes heure. Ce n'est pas énorme, mais ce que l'on veut, c'est obtenir des autorisations et donc forcer l'État à donner ces autorisations, puisque Emmanuel Macron a demandé à ce que cette réutilisation des eaux usées, qui est de 1%, moins de 1% en France, passe à 10% sur les 10 ans à venir. Il y a un travail énorme à faire. Je vous rappelle qu'en Espagne, c'est 9%, je crois en Italie, 14%, et en Israël, ça approche les 90%, ou ça dépasse même les 90%. Donc cette réutilisation des eaux usées que l'on met en place nous permet, on a une autorisation, c'est d'arroser le golfe Garonne avec, pour le moment, dans certaines conditions, la nuit, à condition qu'il n'y ait pas de vent, voilà. Et là, on a ouvert un projet avec l'agence de l'eau qui s'appelle Valréu et sur lequel on va associer l'arrosage des pelouses du stade toulousain. Donc on est déjà en expérimentation avec les jardiniers du stade toulousain sur une parcelle sur la station de Ginestou. On a aussi l'intention d'utiliser cette eau usée traitée pour nettoyer les rames de métro qui seront juste à côté de la station de Ginestou, puisque la gare de la 3e ligne de métro qui est en train de se mettre en place sera là, donc c'est très facile. On veut aussi, par exemple, aller jusqu'aux toilettes du stade toulousain qui utilise les jours de match énormément d'eau potable, mais aussi mettre une station-service à la disposition de tous les camions hydrocureurs ou tous les camions nettoyeurs de voirie. Donc tout ça c'est en place. Il ne manque plus que les autorisations pour pouvoir le faire. Malgré tout, sur Toulouse Métropole et sur toutes les collectivités qui sont alimentées par la Garonne, nous n'avons pas les problèmes qu'ont les collectivités en bord de mer ou en bord d'océan. Nous, on prend de l'eau dans la Garonne et on la rejette une fois qu'elle est traitée dans la Garonne. Pour Toulouse Métropole, par exemple, c'est 2 mètres cubes secondes qui sont récupérés dans la Garonne pour alimenter nos métropolitains, mais c'est 1 mètre cube 50 qui est rejeté dans la Garonne. Et la Garonne a besoin de cette eau derrière. 55 millions, ou autour de 50 millions de mètres cubes d'eau récupérés tous les ans, prélevés tous les ans dans la Garonne, et 45 millions qui sont rejetés.
Et les milieux en ont besoin. Et les milieux en ont besoin. Voilà. Donc la consommation de l'eau sur Toulouse Métropole, en période d'étiage, par exemple, c'est moins de 1% du débit d'étiage. C'est quand même, on consomme très peu. Malgré tout, Toulouse Métropole se veut très vertueuse et va évidemment dans toutes les innovations qui permettront de faire des économies supérieures. Si on veut arriver à un résultat et si on veut qu'il y ait moins de prélèvements sur les nappes phréatiques, sur l'eau, je crois que nous devons nous y mettre tous. Chacun de nous doit faire un effort. C'est pourquoi on a mis en place cette tarification saisonnière qui va permettre d'avoir une prise de conscience. On est tout à fait conscient que les personnes qui seront pénalisées, j'allais dire, par cette tarification saisonnière sont les personnes qui vivent dans des villas, qui ont des jardins, qui arrosent des jardins, qui ont des piscines, et que pour ces gens-là, payer 80 € de plus à l'année, ça ne va pas être très très important. On est conscient de ça. Ce que l'on veut, c'est créer une prise de conscience. À partir du 1er juin et jusqu'au 31 octobre, l'eau coûtera 42% plus cher. Donc à ce moment-là, chacun se dira, hop, attention, là à partir de maintenant, je paye plus cher. Il faut que je fasse attention. Mais ce que l'on a fait pour compenser et pour ne pas pénaliser les personnes, évidemment, qui seraient les personnes qui ont moins de revenus, c'est qu'on a baissé l'eau du 1er novembre au 31 mai de 30%. Ça veut dire, en faisant un exemple, en prenant l'exemple d'une famille de 3 personnes qui habitent dans un logement normal et qui consomment tout au long de l'année, l'augmentation de sa facture, d'après les calculs, d'après les simulations que nous avons faites, sera de 0,60 € à l'année. Par contre, pour la même famille qui vit dans un logement avec piscine, qui va consommer à peu près 250 mètres cubes d'eau, l'augmentation sera de 84 € à l'année. Ceci, si effectivement, ni l'une ni l'autre des familles ne fait un effort de sobriété. Et pour aider à cet effort de sobriété, nous allons distribuer en même temps que la mise en place de cette tarification saisonnière, nous allons distribuer 90 000 kits hydroéconomes. Un kit hydroéconome, ce sont des mousseurs que l'on met sur les robinets qui permettent, et une poche que l'on peut mettre dans les toilettes. L'ADEME dit qu'on peut économiser entre 30 et 50% d'eau avec ces kits hydroéconomes. Ça coûte pas cher du tout, donc si les 90 000 kits ne suffisent pas à servir tout le monde, ils sont disponibles dans les magasins de bricolage. Et je pense effectivement que tout ça en place fera que Toulouse Métropole fera un effort supplémentaire. Grâce à tous les éléments que je vous ai dit, par exemple Comet, le renouvellement de réseau et toutes ces choses-là, nous avons prélevé l'année dernière, en 2023, 7% de moins d'eau dans la Garonne. Je vous rappelle qu'on prélève à peu près 50 millions, donc vous voyez, ça fait quand même une grosse quantité. Voilà. Merci beaucoup. Juste, on y reviendra plus tard sur cette tarification, mais on a l'impression que c'est plus presque un outil de communication que financier, en fait. C'est pas l'enjeu. Oui, quand Emmanuel Macron a annoncé le plan eau fin mars 2023, il a demandé à ce qu'on aille vers une tarification progressive. Et je sais que nos opposants se battent pour cette tarification progressive. Elle n'est pas. On a travaillé d'abord, et dès 2023, on a travaillé sur cette tarification progressive. Et on s'est rendu compte que sur Toulouse Métropole, 70% de l'habitat est de l'habitat collectif. Et la plupart de cet habitat est géré par un compteur collectif qui est en bas. Donc on ne peut pas appliquer une tarification progressive dans ces habitats. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que Montpellier, qui a mis en place la tarification progressive, applique la tarification progressive sur tous les logements individuels, mais pas sur les logements collectifs. Ce que je trouve particulièrement injuste et inéquitable. Donc on a réfléchi à une autre solution et on s'est rendu compte que la tarification saisonnière était effectivement la meilleure solution. Un autre élément, Bordeaux Métropole, qui avait mis en place cette tarification progressive en 2013, l'a abandonnée en novembre 2023, avec comme argument qu'elle n'était pas sociale et qu'elle n'avait aucun intérêt, que finalement on n'avait pas fait d'économie. Voilà. Nous, ce qu'on veut créer, c'est une prise de conscience. Et je pense que la tarification saisonnière va nous y aider.
Et on aura une conférence, si ça vous intéresse, cette thématique, sur l'aspect financier, la sobriété, qui vraiment aussi explorera d'autres voies, parce qu'on voit bien que la tarification, il y a l'enjeu social dont vous avez parlé. Merci beaucoup, Robert Médina. On vient vers vous, Willy Louis de la CACG, je le redétaille, compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, historiquement. Guillaume Choisy a vanté le savoir-faire, la technicité de vos missions. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, puis après nous dire cet enjeu de la ressource pour vous? Oui, bonjour, avec grand plaisir. Un mot sur la CACG, puisque vous nous y invitez. La CACG est une vieille entreprise qui se transforme. Nous avons été créés par l'État en 1959, donc nous avons fêté nos 65 ans cette année, et pour autant, il a été décidé, sous l'impulsion très forte de la région Occitanie et de Carole Delga, Éric Cadoré l'a rappelé à l'instant, il a été décidé d'engager une transformation profonde de l'entreprise. En s'appuyant sur ce qu'on sait faire, sur notre histoire, nos compétences, tout ce qu'on a acquis durant ces décennies, mais en imaginant une posture, un positionnement et un modèle économique pour s'adapter aux enjeux d'aujourd'hui. Eric l'a également évoqué tout à l'heure. Alors la CACG d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est avant toute chose un opérateur technique. Notre domaine d'activité, c'est l'eau. Alors ça, je le dis parce que il en a été sans doute un petit peu autrement par le passé. Aujourd'hui, notre volonté, c'est de recentrer les activités de la CACG sur l'eau et uniquement sur l'eau, la valorisation de l'eau, la valorisation du potentiel énergétique de l'eau, mais surtout la gestion des systèmes hydrauliques et la gestion de la ressource en eau, la ressource en eau brute, d'une manière générale. La CACG, c'est 240 collaborateurs qui travaillent un petit peu à l'international, surtout en Afrique, qui travaillent un petit peu dans le nord et dans l'ouest de la France, mais surtout qui travaillent dans le sud-ouest et particulièrement sur le bassin Adour-Garonne. Nous sommes un opérateur, mais nous sommes avant tout un opérateur public. Et ça, je tiens à le souligner, nous sommes un opérateur public à double titre. D'abord parce que nous appartenons à nos actionnaires. Et nos actionnaires, très majoritairement, ce sont des entités publiques, des collectivités. La région Occitanie est devenue, à l'issue de la recapitalisation que nous avons finalisée il y a quelques mois, le premier actionnaire de la CACG. La région Nouvelle-Aquitaine est également un actionnaire important. Le département de la Haute-Garonne est de loin le premier département actionnaire de la CACG, à côté de 11 autres départements qui le sont également, mais également des banques, une banque publique, la Banque des Territoires, le Crédit Agricole et la Caisse d'épargne. Notre statut est celui d'une société d'économie mixte. Donc, nous sommes un opérateur public de par la qualité de nos actionnaires, mais nous sommes aussi un opérateur public et on le revendique de par le positionnement qui est le nôtre, de nous mettre au service des territoires, au service des maîtres d'ouvrage et particulièrement au service des maîtres d'ouvrage publics. Notre mission n'est pas de nous mettre sur le plan de la politique ou des décisions politiques. Il y en a d'autres qui le font à notre place parce que c'est leur rôle. Notre rôle, c'est de nous mettre au service des politiques publiques, d'être en accompagnement des politiques publiques, de nous mettre au service finalement de tous les acteurs, privés mais surtout les acteurs publics du territoire, pour les accompagner dans leurs projets d'aménagement hydraulique. Notre métier, c'est de concevoir, de construire des ouvrages hydrauliques, des lacs, des barrages, des canaux, des réseaux, etc. Mais surtout, notre métier à la CACG, c'est de concevoir des modèles de gestion de l'eau qui soient adaptés aux spécificités et aux besoins de chacun des territoires. Nous travaillons beaucoup pour le SMEAG, nous travaillons pour l'institution Adour, je cite quelques EPTB, nous travaillons évidemment beaucoup pour les départements et les régions en direct. Nous sommes au service de Réseau 31, pour laquelle nous portons quelques missions de maîtrise d'œuvre. Notre positionnement aujourd'hui, résolument, veut faire de la CACG, qui d'ailleurs va changer de nom dans quelques semaines, mais ça on vous en dira plus le moment venu, un acteur public au service des territoires dans le domaine de la gestion de la ressource en eau. Aujourd'hui, nous sommes gestionnaires d'une trentaine de systèmes hydrauliques au travers de concessions de services publics. Le plus important des systèmes hydrauliques que nous gérons, il se trouve que pour le moment encore, c'est une concession d'État qui sera vraisemblablement prochainement transférée aux régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, c'est le système Nest. Le système Nest qui permet par dérivation de la rivière Nest
d'irriguer 1400 km de rivières, de fournir de l'eau à un territoire assez vaste que l'on appelle la Gascogne. 300 000 habitants sont desservis en eau potable grâce au système Nest et 55 000 hectares sont irrigués grâce au système Nest. Sur 5 départements, c'est ça? Sur 5 départements. Ouais. C'est un système hydraulique que nous gérons parmi d'autres. Moi, je voudrais revenir sur les effets du changement climatique que Guillaume Choisy évoquait tout à l'heure, tout en remerciant l'Agence de l'eau du soutien très fort qu'elle apporte à la CACG dans cette période depuis 2 ans et demi de transformation de notre entreprise. Guillaume Choisy a évoqué les effets du changement climatique et évidemment l'impact de ces effets sur la disponibilité de la ressource en eau. Ce que je voudrais dire, c'est une sorte de témoignage. En tant que gestionnaire, en tant qu'opérateur et gestionnaire, on vérifie tous les jours, tous les ans, les difficultés supplémentaires et du réchauffement climatique et de ses incidences, notamment sur la neige, sur l'épaisseur du manteau neigeux et donc la disponibilité et le stockage de cette eau sous forme de neige pour le milieu au printemps et en été. Vous êtes en première ligne pour les constater en fait. On est en première ligne. La première des conséquences, la première chose que nous constatons, mais que constatent également les autres territoires évidemment, c'est une diminution lente mais régulière depuis 30 ans des débits naturels des rivières qui sont alimentées par la montagne, par les Pyrénées, d'environ en moyenne 1% par an. C'est-à-dire que tous les ans, depuis 30 ans, on perd 1% de débit naturel des rivières parce qu'on a moins de neige. Et parce que le peu de neige dont on dispose fond beaucoup plus rapidement, donc offre une disponibilité à une période de l'année où on n'en a pas forcément besoin parce que les usages ne sont pas très importants au mois de mars, au mois d'avril et au mois de mai, au moment de la fonte des neiges, à l'inverse de ce qui se passait il y a quelques décennies, où la fonte des neiges permettait l'alimentation naturelle des rivières jusqu'à très tard en saison estivale. Donc je voulais témoigner de ce constat-là. Je vais aussi revenir sur le mix de solutions qu'Éric Cadoré et Guillaume Choisy ont évoqué, pour dire qu'évidemment nous sommes d'accord. Il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. La sobriété, il faut apprendre à économiser. Les solutions fondées sur la nature, la préservation des zones humides, la recharge des nappes, les ouvrages, et les ouvrages de stockage en particulier, qu'il nous faut optimiser, qu'il nous faut moderniser. Peut-être faudra-t-il imaginer des créations de nouveaux barrages. Et puis, moi, je veux rajouter un 4e pan dans les solutions dont on parle très peu, mais qui, à nos yeux, enfin en tout cas à mes yeux, moi je suis à la CACG depuis peu de temps. Donc c'est un métier, une activité que je découvre encore puisque je suis arrivé il y a 2 ans et demi. Je pense qu'on sous-estime les marges de manœuvre en termes de solutions liées à la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, on n'en parle pas suffisamment. Et la gestion de l'eau, ça ne consiste pas uniquement, même si c'est déjà énormément, ce que disait M. Médina à l'instant, ce que nous faisons aussi sur les réseaux que nous gérons. Nous avons 2200 km de réseaux sous pression que nous gérons en direct. Augmenter le rendement des réseaux, c'est très bien. C'est sans doute la première chose à laquelle nous pensons. Mais ça ne suffit pas parce que mettre de l'eau dans des rivières, faire en sorte qu'il y ait de l'eau dans la rivière, mais surtout faire en sorte que le peu d'eau que nous avons disponible dans les rivières arrive au bon endroit, au bon moment, dans la bonne quantité, pour le bon usage, ça c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué et dont on parle trop peu parce que la satisfaction des usages pour l'eau potable, pour l'irrigation, pour les loisirs, pour la pêche, pour l'industrie, pour le tourisme, etc. ne pourra être résolue que si on parvient à mettre la goutte d'eau qui devient de plus en plus rare au bon endroit pour le bon usage, pas moins que la goutte d'eau dont il a besoin, mais surtout pas plus que la goutte d'eau dont il a besoin. Et ça, c'est un métier qui est extrêmement compliqué. C'est le métier de la gestion de l'eau qui nécessite concertation, communication, contractualisation, tarification. Évidemment, c'est un outil. Nous l'avons expérimenté. Nous l'expérimentons depuis le 1er janvier 2023 au travers d'une tarification progressive, incitative pour les usages agricoles uniquement. Plus vous consommez, plus le mètre cube de l'eau est cher. Au travers des outils, les ouvrages hydrauliques évidemment, mais les outils numériques également, au travers de tout ce qui finalement est un petit peu caché, c'est dans l'ombre, on ne le voit pas,
Mais c'est ce qui, me semble-t-il, aujourd'hui sur le système Nest et demain, sur d'autres territoires qui rencontreront des difficultés de débit dans leur rivière, permettra, aux côtés des autres solutions, de peut-être permettre à tous les acteurs que nous sommes ici, et je suis extrêmement heureux qu'on soit rassemblés parce que c'est un enjeu collectif autour de ce sujet de la disponibilité, nous permettra à nous tous, ensemble, de faire en sorte que les territoires se développent, que les populations restent sur les territoires, que les activités résidentielles mais aussi économiques puissent disposer de l'eau dont ils ont besoin, mais qu'aussi le milieu naturel et la biodiversité, parce qu'on n'en a pas trop parlé encore ce matin. Sur le système NES, 70% des volumes que nous gérons sont à destination du milieu naturel et de la biodiversité. Sur les 500 millions de mètres cubes que nous gérons annuellement à la CACG, la majorité de ces volumes-là sont à destination du milieu naturel et de la biodiversité. Donc si on veut préserver tous ces usages, il faut qu'on soit très fort sur les ouvrages, il faut qu'on soit capable d'améliorer le rendement de nos réseaux, il faut qu'on soit capable naturellement d'améliorer globalement notre investigation en faveur des solutions fondées sur la nature, mais il faut surtout, me semble-t-il, qu'on soit meilleur dans la gestion. Merci beaucoup Willy Louis. Ce sont des métiers qui se croisent sur le salon et évidemment qui s'imbriquent les uns les autres et vous l'incarnez bien tous. On voit bien l'enjeu, vous l'avez dit Eric Cadoré, pour que l'eau, vous aussi vous l'avez dit Willy Louis, ne constitue pas un frein au développement, même au maintien des populations, à l'explosion démographique qui concerne aussi la région. Merci beaucoup. Alors justement, le nerf de la guerre pour tous ces investissements majeurs qui nous attendent, on a parlé de nouveaux ouvrages, de renouvellement des réseaux. On le sait, c'est bien évidemment le financement, comme toujours. C'est de ça dont vous allez nous parler, Olivier Livrosé, de la Banque des Territoires, qui fait partie du groupe Caisse des Dépôts. On le redit, parce que parfois on dit Caisse des Dépôts, Banque des Territoires. Quel rôle avez-vous pour accompagner toutes ces questions ? Merci Pauline, merci de cette présentation que je vais me permettre un tout petit peu de compléter. On est bientôt à 1 heure de la table ronde, donc si vous êtes humain, certes vous avez besoin d'eau, mais si vous êtes humain, votre attention a dû chuter déjà sensiblement. On va essayer de la réveiller un tout petit peu. On m'a appris, quand on prend la parole, à donner le message au début, comme ça au moins les quelques secondes d'attention sont pris. Donc mon message, c'est si vous êtes un acteur, une personne publique, et si vous avez des investissements dans l'eau, petits ou grands cycles, et que par hasard, ça peut arriver effectivement Pauline, vous avez besoin d'argent, passez-nous un coup de fil, venez nous voir, connectez-vous sur un site qui s'appelle Aquagir. Si je ne le cite pas, je suis viré. Donc allez voir, prenez contact avec un acteur public, la Caisse des Dépôts, donc sa filiale Banque des Territoires, sa direction Banque des Territoires. On est un établissement public et on est là pour financer 2 grands secteurs, celui des investissements publics et celui du logement social. Donc je dis ceci pour vous dire d'où je parle, et après je vous dirai ce qu'on fait et comment on le fait peut-être, si ça suscite un petit peu d'intérêt. On est donc la Caisse des Dépôts, un établissement public qui a un peu plus de 2 siècles, et on est là pour accompagner l'équipement du territoire national. En gros, c'est ça que nous faisons, et on le fait généralement sous 2 formes, des investissements et des prêts. J'y reviendrai. On a les moyens. On a la chance d'être encore aux côtés de certains acteurs qui n'ont pas, ou pas trop, de problèmes de ressources. Et c'est pour ça qu'on arrive à les mettre à disposition des acteurs publics de façon assez atypique, parce qu'on ne fonctionne pas comme une banque privée. Donc on a des privilèges de ressources, et notamment de centraliser l'épargne défiscalisée des Français pour permettre de la mettre à très long terme. Et on y reviendra parce qu'on a une conviction, c'est que le long terme est souvent la solution de l'urgence. Paradoxal, mais en tout cas, quand il faut être confronté à un mur d'investissement, on n'a pas tellement le choix. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant en raison du réchauffement climatique. C'est maintenant en raison des attentes des citoyens. Et donc, il faut faire beaucoup maintenant, n'en déplaise aux contraintes des finances publiques. Il y a un moment où il faut le faire. Et donc, pour que ça soit aussi compatible avec les réalités économiques, il faut étaler. Donc, on fait auprès des acteurs publics. On est tous représentants de personnes publiques autour de la table. Et ceci est remarquable parce qu'effectivement, en la matière, une ressource commune,
c'est important d'avoir ces sujets-là. Qu'est-ce que nous faisons vers l'eau ? Bon, alors je vais le dire très simplement, l'essentiel de nos flux, ce sont des prêts. Des prêts, et pour vous donner, j'ai regardé les chiffres au niveau national, en 2021, c'était la deuxième catégorie de prêts que nous faisions vers les acteurs publics. La première étant l'efficacité énergétique des bâtiments publics. Depuis 2022 et a fortiori en 2023, ça devient la première ressource, la première emploi de la ressource des prêts que nous faisons. Mais très très largement, on a multiplié entre 21 et 23 par 8 les volumes pour être à 1,2 milliard de prêts faits l'année dernière pour le sujet de l'eau. Pour vous donner les ordres de grandeur, c'est toujours important de garder ces chiffres-là. Donc multiplié par 8, pour nous, les secteurs d'investissement, ça veut dire deux choses. Déjà, premièrement, qu'il y a plus d'investissements, très certainement très loin du compte encore, très très loin du compte. Mais déjà, bonne nouvelle, c'est que ça accélère. La deuxième bonne nouvelle, mais elle est un peu pro domo, c'est que on n'est pas les seuls acteurs et pas les seuls financeurs, et clairement, ces volumes marquent le fait qu'il est reconnu que nos prêts ont un intérêt pour ceux qui empruntent dans leurs caractéristiques. Deuxième activité, Willy, tu as eu l'amabilité de le rappeler, c'est qu'on a une activité aussi d'investissement. Donc on investit dans des acteurs alors qui représentent souvent les volontés publiques, mais parfois sont de statut privé. Donc la CACG en est un exemple, BRL un autre, et puis parfois, parce que la Caisse des dépôts, c'est ce qu'on appelle un des zinzins, je ne sais pas qu'on soit complètement fou, mais un des investisseurs institutionnels. Donc parfois, on investit aussi sur des grands acteurs privés, aussi du petit cycle de l'eau. C'est public. On a pris une participation significative dans Suez récemment. Donc on a ces dimensions-là d'investissement, mais je vais revenir sur le prêt, parce que peut-être, me semble-t-il, c'est ce qui peut être dans les préoccupations, en disant on a forcément, selon vos qualités, besoin soit d'intervenir sur le grand cycle, et notamment, je voudrais citer un peu le b.a.-ba, la goutte d'eau, effectivement, elle tombe par gravité, elle part de l'amont, elle descend vers l'aval. Ça dépend un peu de sa vitesse et de combien de fois on l'utilise entre l'amont et l'aval. Il y a quand même un sujet, j'entendais en venant dans les quelques embouteillages qui ont permis d'entendre tout ce matin, j'entendais les effets des assurances, les 6 milliards de dépenses assurantielles liées aux catastrophes de l'année 2023, et le fait que les assureurs commencent à dire il y a un moment où il y aura un croisement, on ne pourra pas tout assurer. Donc la question de la gestion de l'eau et de comment elle devient perméable, de comment elle n'impacte pas, elle ne constitue pas des dégâts, et des dégâts aussi qui font qu'après, une entreprise, si elle est inondée 3 fois, et elle va regarder où s'installer ailleurs, parce que ça ne peut pas marcher comme ça. Donc la gestion de la perméabilité, de la GEMAPI, pour utiliser les cycles qu'on adore à peu près partout, c'est une question, ça fait partie des investissements que nous pouvons financer et que nous acceptons de financer sur des durées longues. Parce qu'une fois qu'on a rendu un terrain perméable, et ben ma foi, si on n'y touche pas, il va rester perméable pendant tout le temps. Donc on peut financer ceci sur 50 ans. Donc ça, c'est le premier élément sur les objets qu'on peut investir. Dans le grand cycle, il y a des sujets de précaution, des endiguements, des choses comme ça qui peuvent aussi faire l'objet de financement. Et puis, il y a évidemment tout le sujet de l'assainissement et de l'adduction d'eau potable. Donc dans le petit cycle, là aussi, on a le plaisir de le faire dans des grands volumes, que ce soit le traitement ou les réseaux. Là aussi, c'est des sujets qu'on finance. Et je vais donner des ordres de grandeur parce que quand on parle de long terme, c'est comme pour tout. Pour certains, le long terme, c'est la semaine prochaine. Nous, quand on parle de long terme, c'est 50, c'est 60 ans. Quand on fait des prêts, parce qu'on sait que techniquement, on essaye de ne pas faire n'importe quoi, et sous le contrôle de beaucoup plus sachants autour de cette table et dans l'auditoire, on sait que les réseaux, et d'ailleurs la preuve en est, c'est que ceux qu'on change, ils sont souvent beaucoup trop vieux. Mais on sait que les réseaux, ça a des durées de vie, entre 50 et 80 ans, on va dire. Donc prêter sur une durée de 60 ans, j'allais dire, même pas peur.
Et c'est une condition parce que si on n'étale pas cet investissement, grosso modo, il y a des communes, on a parlé de l'échelle, c'est un grand sujet qui agite le milieu de l'eau entre les compétences intercommunales, communales. Moi, clairement, on est agnostique sur le sujet, on prête à des communes, on prête à des syndicats, à des intercos, on prête à tous ceux qui nous font le plaisir de nous adresser une demande. Mais clairement, le sujet de la capacité financière de la mutualisation, c'est un bien commun, donc son échelle de mutualisation est importante, et l'échelle de technicité des agents. C'est-à-dire que quand on est une commune de 255 habitants, pour reprendre l'illustration de Guillaume Choisy, non seulement on est sans doute plus impacté par des potentiels de sécheresse et des difficultés d'adduction d'eau potable, mais malgré tout, dans des sujets extrêmement techniques qui sont les vôtres et un peu les nôtres de temps en temps, la capacité de mobiliser les compétences, d'arriver à monter des dossiers, à aller chercher des financements, à voir tout ça, c'est lourd. Donc des bonnes échelles, ça nous semble assez important. Peut-être, et pour conclure, parce que j'ai perdu la notion du temps, mais je pense qu'on s'approche d'une dizaine de minutes, dire aussi que oui, il y a toujours un coût un peu administratif. On est au milieu de... Nous, on est pire que tout, quoi. On est des financiers et en plus, on s'intéresse à des sujets techniques. Donc forcément, ça fait converger des compétences diverses et variées. Mais on a le sentiment du sens de l'intérêt général, je crois tous dans cette table, et que oui, c'est lourd, mais que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est pas un choix. C'est que grosso modo, quand il faut faire venir des camions-citernes pour alimenter les communes en eau potable, somme toute, avoir 10 ans avant, si on avait pu investir et passer quelques semaines de temps à dire on va investir, on va remettre le réseau et on va sécuriser la ressource autant qu'on peut le faire, ça aurait sans doute pas été du temps perdu. C'est des systèmes qu'on a en face de nous, comme l'énergie d'ailleurs. L'eau et l'énergie ont beaucoup de choses en commun. C'est vraiment des systèmes complexes et il faut investir à tous les niveaux. Et il y a des solutions. La première, c'est la sobriété, mais au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de solutions. Et pour finir, commencer par le message. Investissez et venez nous voir. Il y a vraiment des solutions. Donc on est prêt et on sera disponible pour regarder tous les projets. Et je suis certaine qu'il y a ici des élus, des collectivités, des techniciens qui vous ont entendu. Merci beaucoup Olivier Livrouzet. Je retiens aussi qu'il est important de dire, et comme tous les experts du changement climatique le disent, et je voyais vos collègues opiner, que la réparation coûte plus cher que l'investissement. Aujourd'hui, ça paraît des murs d'investissement, mais que la réparation dans quelques années coûtera bien évidemment beaucoup plus cher. En tout cas, la dimension d'anticipation est fondamentale. Et l'anticipation est un faux mot, comme plein de choses dans ce pays, les réseaux ferroviaires, les réseaux énergétiques. C'est du rattrapage de non-anticipation passée dont il faut parler maintenant. D'accord. Merci beaucoup pour la nuance. On se tourne enfin vers vous, Loïc Gojard. Merci de votre patience à nos côtés. Chez Réseau 31, vous allez, j'imagine, dans le sens de tout ce qui a été dit. Et vous avez surtout un exemple très concret à nous partager qui va bien incarner toutes ces problématiques, ces leviers de gestion en termes de gouvernance, en termes d'usage de l'eau. C'est l'exemple du canal de Saint-Martory. Je vous laisse développer. Bonjour. Je prends ça pour oui, ouais. Vert pour avancer. Ouais. Bon, donc bonjour à toutes et tous. En effet, l'idée de la présentation là, sur un sujet cible de Réseau 31, sur le canal Saint-Martory, c'est un petit peu de donner un exemple aussi de tout ce qui vient d'être dit. Bien et sûr. De pas mal de messages et de problématiques. Pour commencer, déjà, voilà, donc, on va avancer un petit peu la question de qui parle et d'où on parle. Voilà, donc Réseau 31. Réseau 31 s'est fondé et s'est créé sur la question déjà de la mutualisation. Mutualisation à l'échelle d'un département, même si on déborde un peu, mais voilà, sur cette mutualisation. Sur la question de la concertation, et ça c'est un mot qui va revenir et qu'on travaille au quotidien, mais qui fait partie aussi de l'essence même de Réseau 31, avec des commissions territoriales qui sont vraiment des commissions qui font des propositions sur les investissements, que ce soit sur le petit, enfin, essentiellement sur le petit cycle de l'eau, mais Réseau 31 aussi a la particularité de travailler sur le grand cycle de l'eau. Donc de travailler sur ces deux thématiques-là. Et comme le disait, voilà, la frontière entre les deux est très ténue et il n'y en a pas, quoi. Voilà. Tout le monde est interdépendant.
Donc, je ne vais pas vous donner tous les chiffres. Vous voyez, voilà, Réseau 31, une petite présentation. Son président, Sébastien Vincini, qui a été nommé tout à l'heure par M. Choisy au niveau de l'Agence de l'eau, qui est président depuis 2015 et qui a impulsé aussi un travail et une volonté politique assez active au niveau de Réseau 31. Pour en venir à notre sujet, de quoi parle-t-on? On parlait du système Nest tout à l'heure. On parle, alors nous communément on parle beaucoup canal de Saint-Martory, mais c'est le système Saint-Martory dont il faut parler, parce qu'il y a le canal principal et après il y a tous les canaux secondaires, voire tertiaires, qui permettent voilà, d'alimenter et d'irriguer nos territoires. Donc canal, imaginez début 19e siècle, construit dans la troisième partie du 19e, vous voyez 1877, avec une autorisation de prélèvement en Garonne, de déviation du débit de la Garonne de 9,5 mètres cubes seconde. Ce qu'on fait très rarement, et on va y revenir, et sur la question justement de la gestion de l'eau, il y a vraiment une... C'est le maximum, c'est ça que vous voulez dire? C'est le maximum. Après, il y a des obligations en fonction des périodes de l'année qui sont définies par l'État. Mais en fait, on est rarement à ces maximums-là, justement parce qu'il y a un souci de laisser le maximum d'eau en Garonne et de prendre ce dont il y a besoin pour pouvoir satisfaire les différents usages. Et ça aussi, c'est une particularité. Canal construit au départ pour l'usage agricole, essentiellement, voilà, pour venir irriguer nos terres et avoir de l'alimentation et une autonomie sur cette partie-là du sud du département, mais qui a maintenant des usages très 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 variés. C'est-à-dire qu'on parlait de l'eau potable, le canal sert à produire de l'eau potable pour 300 000 habitants, à irriguer bien évidemment les plantations, aussi le soutien d'étiage. C'est l'essentiel de l'eau aussi du canal sert au soutien d'étiage du Touche, de la Louge et de l'Aussonnel. Le Touche et la Louge, et même l'Aussonnel, ça, le canal de Saint-Martory serait à sec l'été. Il n'y aurait plus de biodiversité sur ces périodes-là. Sert aussi à faire de l'électricité. Voilà. Le canal est utilisé pour produire de l'hydroélectricité et arrive jusqu'à Toulouse pour venir alimenter à la Ramée, à la fois le lac de la Ramée, qui est un espace de loisirs, mais aussi un lieu de production d'eau potable pour l'agglomération toulousaine. Et encore un autre usage, c'est l'usage industriel de la protection contre l'incendie à Boussens en début de canal ou au Mirail au bout du canal. Donc c'est un ensemble d'usages qu'il faut arriver voilà, à travailler et à faire discuter ensemble. Et surtout de le faire connaître. Et ça, c'est quelque chose qui est important et qui fait partie aussi de la démarche de contrat de canal. C'est une meilleure connaissance de l'usage de l'eau. Voilà. Quand on parlait de la goutte d'eau, à quoi peut servir cette goutte d'eau? Moi qui suis né à 100 mètres du canal de Saint-Martory, à Martres-Tolosane, voilà, juste à côté, juste au pied du canal, pour moi pendant très longtemps, et jusqu'à ce que j'arrive au département, très clairement, le canal c'était fait pour irriguer le maïs, voilà, qu'il y avait à côté de la maison, etc. Et j'imaginais absolument pas qu'au Fousseret, juste à côté, il y avait une usine d'eau potable, et encore moins ce que ça venait alimenter la Ramée à Toulouse. Voilà. Et donc on a un travail de pédagogie. Donc le contrat de canal et tout le travail qui est fait de concertation autour du canal y participe. Ce contrat de canal, il s'inscrit dans un contexte plus global au niveau de la Haute-Garonne de réflexion et de concertation citoyenne qui était le projet de territoire Garonne-Amont. Un travail important qui a été fait d'association de différents acteurs, hein, des citoyens, des professionnels, des élus, des techniciens, des associations voilà, qui ont participé, qui ont fait, vous voyez, 130 propositions, 32 actions ont été retenues, 4 sont pilotées par Réseau 31, dont le contrat de canal qui est soutenu, alors là je viens à la fin et c'est ça qui est intéressant, voilà, et qui est soutenu par les différents partenaires, l'Agence de l'eau, la région, le département et Réseau 31 aussi qui autofinance. Donc ce contrat de canal, pourquoi? C'est sorti de la concertation citoyenne, mais pourquoi? Pourquoi aller dans ce sens-là? Déjà, il y a un état de fait. Je ne vais pas y revenir dessus. Le changement climatique, les crises énergétiques, vous avez une présentation de tout cela, des enjeux patrimoniaux aussi, de biodiversité. Et tout ce contexte-là, avec les différents usages, amène à réfléchir justement à la question des enjeux
des enjeux que peut porter le canal, voilà, et le travail que l'on peut faire sur le système Saint-Martory et donc le contrat de canal. Premier enjeu, j'en ai parlé, réduire l'impact de ce système sur la Garonne au maximum. Lutter contre le réchauffement climatique, enjeu fondamental actuellement. Développement vertueux des territoires, la question patrimoniale, parce que c'est un vrai patrimoine que l'on a là aussi à travailler. La sobriété, on en a parlé. La question qui est fondamentale, et je pense que 2022 a été un tournant là-dedans aussi sur l'acceptabilité sociétale des décisions dans la gestion de l'eau. Et on fait un travail régulier avec la profession agricole et on voit qu'il y a des choses qui ont évolué très clairement. Et il y a un travail qui est fait par la profession agricole là-dessus, mais je vais y revenir. Il y a une visibilisation, si on peut dire, du sujet, une prise de conscience. Voilà, pour les agriculteurs, c'est leur travail, c'est leur pain quotidien et ils sont en nécessité de s'adapter. Mais il y a une visibilisation aussi pour le grand public. Il y avait vraiment une prise de conscience sur le grand public et je pense qu'il y a des choses qu'on a faites en 2022-2023, même dans les communes, qui n'auraient pas été acceptées en 2020, en 2019, en 2018. Voilà. Et c'est des opportunités. Et il faut travailler aussi sur ces opportunités-là, mais le travailler pas en décidant seul et de manière descendante, mais voilà, en le co-construisant, en travaillant en partenariat et en ayant une vision globale. Et comme je le disais, sur la question de la communication aussi, en s'appropriant ces différents enjeux par tout le monde. Très concrètement, sur la construction du contrat de canal. Juillet 2023, première réunion, voilà, associant élus, acteurs, toutes les personnes, tous les usagers finalement du canal de Saint-Martory pour poser aussi ce projet-là et recueillir des premiers avis. 2 rencontres territoriales s'en sont suivies pour travailler plus spécifiquement sur les thématiques, pour réfléchir et décider aussi ensemble sur le périmètre d'action géographique qui pourrait être très large, mais jusqu'à où on va, sur quoi on travaille et qu'est-ce qu'on met justement dans ces thématiques-là. Vous voyez une pluralité, ce que je parlais, voilà les acteurs, une pluralité d'acteurs, hein. C'est pas neutre, c'est pas facile de travailler avec tout le monde, mais c'est fondamental pour pouvoir construire l'avenir et pouvoir mieux travailler ensuite ensemble, et notamment lorsqu'il y a des décisions à prendre. Et lorsqu'on parlait de crise, en temps de crise, c'est plus facile à prendre des décisions et à les faire accepter si tout ça a été travaillé ensemble en amont et si on partage ensemble les constats et les orientations. Donc une centaine d'acteurs qui sont associés et 4 axes qui se dégagent, qui continueront d'être travaillés. Je ne vais pas venir dans le détail, mais 4 axes qui se dégagent sur la gestion quantitative, la partie environnementale, patrimoniale et territoriale, parce que le canal, le système fait partie d'un territoire et il y a des enjeux à ce niveau-là également, et notamment, je dirais, urbanistiques. À l'heure du zéro artificialisation nette, beaucoup de questions se posent sur la redéfinition urbaine et il y a des révisions de PLU, PLUI, et c'est l'occasion aussi pour nous d'avancer et de faire des propositions, même dans la gestion du pluvial, mais là je m'égare voilà, de la partie contrat de canal, mais c'est des réflexions globales. La démarche, et après je viendrai sur la question des actions. La démarche, c'est une démarche de long terme, de réflexion, avec des moyens qui sont mis derrière, une personne aussi qui travaille et différents services de Réseau 31, mais il y a une chargée de mission et ça c'est fondamental aussi pour faire avancer ces sujets-là, ces réflexions-là. Donc vous voyez, plus de 4 ans, 5 ans de réflexion, de travail pour arriver à la fin à la signature d'un contrat de canal, en tout cas de se mettre d'accord sur un programme d'action qui après peuvent se décliner. Mais le travail qui est fait, on n'attend pas non plus que tout soit bien ficelé, que tout le monde soit d'accord, surtout pour pouvoir avancer. Parce que l'urgence, elle est là. Le changement, il est rapide. Il est plus rapide que même ce qu'on imaginait. Et il va de plus en plus vite. Donc il y a un travail qui est réalisé. Des actions qui sont mises en place, qui émanent aussi de la concertation citoyenne. Quand vous avez le petit logo Garonne Amont, voilà, ça fait partie des actions que pilote Réseau 31 et qui sortent de la concertation citoyenne. Quand on parlait de la gestion, la question de l'optimisation de la gestion du canal est un travail qui se fait tous les ans depuis de nombreuses années.
par réseau 31, justement, pour qu'on puisse gérer plus facilement l'eau, son débit, sa vitesse aussi. Et finalement, quand l'eau va un peu plus vite, on peut la gérer plus facilement aussi, en tout cas quand on parle de canal. Quand on parle de milieu naturel, c'est différent. La question de l'étiage, voilà, du touche, par exemple, il y a des actions très concrètes qui sont mises en place, qui ont été mises en place. Et l'idée, c'est de mettre en place des choses et de voir comment ces actions se réalisent, comment on réitère, on améliore, et comment ça vient aussi alimenter la réflexion. Et c'est finalement d'expérimenter, de faire en avançant, qui viennent alimenter les réflexions et qui permettent d'aller plus loin aussi dans la réflexion. Quand on parlait de la question de l'usage de la goutte d'eau, voilà, une goutte d'eau, par exemple, arrive par de Saint-Martory, arrive au Fousseret, peut produire de l'hydroélectricité avec l'usine du Fousseret, peut venir réalimenter la Louge et même à la fin peut-être servir aussi pour l'irrigation d'un champ, venir s'infiltrer et derrière après venir alimenter la nappe de la Garonne. Mais cette même goutte, si elle n'est pas utilisée pour l'irrigation et notamment en plein hiver, elle peut venir être utilisée pour réalimenter la nappe d'alimentation de la Garonne. Donc c'est le projet Air Garonne dont on a beaucoup entendu parler, dont on parle beaucoup et on est assez sollicité là-dessus parce que voilà, c'est une manière de réfléchir aussi sur les nouveaux stockages de l'eau. On connaît les retenues collinières, on connaît d'autres modes de stockage, mais il y a ce mode de stockage-là aussi qui existe et c'est une expérimentation et on le teste pour voir comment tout ça fonctionne et comment on utilise l'eau justement quand elle est là pour la stocker, pour après l'été venir alimenter la Garonne et moins se prendre dans les retenues de montagne par exemple. Voilà. Donc là vous avez un ensemble d'actions très concrètes. Quand on parlait aussi du loisir, c'est les déplacements doux. Voilà, ce canal, il est dans le paysage chez nous, il est utilisé pour se balader le dimanche, voilà, mais c'est des usages aussi qui sont importants, qui peuvent être importants aussi touristiquement. Et l'été, en cas de l'été, de quand grosse il fait chaleur, chaud, de voilà, il y a des endroits qui sont très agréables et en termes, je dirais, touristiques qui peuvent être importants pour nos territoires. Sur la métropole, qui a aussi des enjeux de déplacement du quotidien, voilà. Donc c'est une réflexion qu'il faut avoir au niveau départemental, mais avec des actions qu'on peut commencer à mettre en place et qui viennent alimenter cette réflexion. Donc voilà, moi c'était un petit peu le message qu'on voulait avoir et l'exemple concret aussi qu'on peut donner sur les différents usages de l'eau et comment on s'adapte finalement à l'évolution de la ressource. Et merci beaucoup Loïc Gaujard, c'est très intéressant parce que c'est un peu un observatoire, presque un laboratoire, j'ai envie de dire, en termes de gestion, de concertation, d'usage, vous avez dit tous ces mots-là. Messieurs, est-ce que l'un de vous veut réagir? Est-ce que, je ne sais pas, ça pourrait, ce contrat de canal, être dupliqué à une échelle plus large peut-être? Est-ce qu'il y a des choses à piocher là-dedans? Ça marche. Peut-être l'idée que finalement, l'eau se gère à l'échelle des projets, à l'échelle des territoires. La logique de l'eau, c'est le bassin versant. Donc il y a les grands bassins versants, il y a les petits. Voilà, l'eau, finalement, elle n'aime pas trop les limites administratives. Et on a besoin d'inventer, de coordonner à la fois tous ces acteurs. Ça veut dire que la gestion même du partenariat, elle est complexe. Le sujet est complexe. Donc voilà, quelque part, dans l'argumentaire médiatique ou dans le débat public, les idées simplistes, entre guillemets, elles sont parfois bonnes. Hein. L'idée, par exemple, qu'on a de l'eau en abondance l'hiver, donc il faut la stocker pour la redistribuer l'été quand on en a besoin. C'est une question de bon sens. Mais dans le réel, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est quel est l'état des milieux, quel est l'état de la ressource, quel est l'amont, quel est l'aval, vous voyez. Donc il n'y a pas une règle absolue. Il n'y a pas de solution unique. Voilà, tous les je sais, je vais vous dire, je m'en méfie. Voilà. On a besoin vraiment d'échanger, d'analyser la situation, de faire des diagnostics, de voir les capacités, y compris les capacités financières. Voilà. Donc on est bien sur à la fois des enjeux globaux et à la fois de la capacité d'initiative locale et de coordination locale. Mais ça, c'est un bel exemple de mutualisation, mais c'est multi-impact, quoi, multi-acteurs, multi-impact, donc c'est positif. Loïc Gaujard voulait compléter, oui, et après Robert Médina. Juste compléter, dire aussi, s'appuyer sur les expériences des autres.
pour la réflexion sur le contrat de canal, on a fait venir par exemple les personnes qui gèrent le canal de la Robine, qui ont déjà justement une réflexion sur ça. Les services de Réseau 31 étaient allés voir aussi, ont des retours d'expérience sur le canal de Provence, qui depuis très longtemps ont ces problématiques-là, parce que la question de la ressource en eau, ça fait longtemps eux qui y sont confrontés et ça rareté. Finalement, nous, cette confrontation-là, elle est assez récente parce qu'on avait les Pyrénées et il y avait toujours de l'eau qui arrivait et on ne se souciait pas de la question est-ce qu'on va avoir assez ou pas assez d'eau l'été et même, je dirais plutôt, à l'automne. C'est la question maintenant, elle se pose surtout sur l'automne. Et donc de s'inspirer, pas de dupliquer, mais de s'appuyer sur ce qui a déjà été fait ailleurs en France, en Europe ou dans le monde. Enfin, on parlait d'Israël tout à l'heure sur la réutilisation de l'eau. Je pense que c'est fondamental. Voilà. On n'a pas toujours à réinventer, comme on dit, à réinventer l'eau chaude. Voilà. Il faut comprendre ce qu'ont fait les autres et comment nous, on peut se l'approprier. Et surtout en concertation. Un partage de savoir-faire. Et le salon essaie d'y contribuer modestement et merci beaucoup. Robert Médina, vous vouliez réagir? Oui, moi j'entends le message là, complètement. Je pense qu'il faut aller au-delà des problèmes politiques qu'il peut y avoir entre les départements, les régions, les métropoles et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui on n'a plus le droit. Je crois qu'il faut aller tout droit et il faut tout faire pour évidemment sauver l'eau, j'allais dire, mais il faut qu'il y ait un travail en commun. Il faut qu'on soit tous autour de la table, c'est impératif. Les gens l'attendent de vous. Et il y a aussi cette question qu'on n'a pas évoquée de l'acceptation, enfin on l'a un petit peu dit, de la communication pour embarquer tout le monde. C'est aussi un sujet qui mériterait d'autres débats. Je vous propose qu'on prenne quelques questions du public. Ah, je vois un monsieur tout de suite. Le micro vient. N'hésitez pas, on aura encore un petit peu de temps après pour en prendre une ou deux. Donc c'est à vous. Oui, bonjour. Tout à l'heure, on parlait, lorsqu'on a présenté la région, du déficit hydrique au niveau des Pyrénées-Orientales. Et je voulais savoir quelles sont les actions qui sont menées pour faire de la solidarité au sein de la région Occitanie, par exemple, entre l'Ariège et les Pyrénées-Orientales, ou encore entre l'agence de l'eau Adour-Garonne et l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée, Corse, pour permettre justement ce transfert d'eau qui pourrait être nécessaire et qui est vital pour les Pyrénées-Orientales. Voilà. Quelles sont les actions menées sur ce point-là? Question difficile, évidemment. On voit beaucoup, même médiatiquement, les Pyrénées-Orientales sont sur le devant de la scène. J'ai bien compris la question. Mais la réponse n'est pas simple, comme toujours. La réponse est plus complexe, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'eau n'aime pas les frontières administratives. La politique, il faut en faire parce que tout est politique, mais effectivement, la question, elle est complexe. Alors, vous le savez, avec BRL, on a amené l'eau du Rhône jusque dans l'Aude, très proche, avec des gros investissements sur du long terme, soutenus par une réflexion commune. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y avait peut-être la capacité ou l'intérêt à la mener plus loin, jusque dans les PO où on commence à connaître la crise de manière dure, longue, depuis 2 ans, puisqu'il n'a quasiment pas plu. Bon, là, il commence à pleuvoir, donc on reprend un peu d'espoir, mais voilà. Ça ne suffira pas. Quand on voit les cartes de la Méditerranée, on se dit, bon, mais ça y est, ça arrive chez nous, quoi. Voilà, hein. Y a des solutions techniques, on peut tout faire, tout est possible. Après, il y a la disponibilité. Le Rhône, il ne faut pas non plus le tuer, quoi. L'Orbe, il faut aussi le protéger. Les réseaux, ils ont été dimensionnés à un certain niveau. Si on veut faire quelque chose de cette nature, si c'est ça qui est un peu sous-entendu dans votre question, des gros investissements de cette ampleur, ça se réfléchit à l'échelle adéquate. Il faut regarder l'impact sur les milieux, sur la disponibilité de la ressource. Il faut regarder les investissements, il faut regarder la durée. La temporalité, oui, aussi, parce que le temps que les effets se... Ça veut dire 15 ans, quoi, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste de la programmation technique, mais je pense que c'est long et qu'on ne va pas répondre à la crise à l'urgence. Donc, il y a 2 problèmes. Il y a le long terme, ce qu'on disait tout à l'heure, les solutions à long terme et la crise de l'urgence. Les gens, ils ont besoin de boire tous les matins. Si on leur répond qu'on va amener l'eau du Rhône à Perpignan, quelque part, on leur fait croire que ça va aller, quoi. Et du coup, on va pas se battre sur l'ensemble des mesures d'urgence qui sont, elles, plus complexes, plus multi-usages, multi-acteurs. Voilà, il ne faut pas qu'on se démobilise en croyant en des solutions, toutes médiatiques soient-elles,
qui font croire aux gens que ça va aller et que vous inquiétez pas, tout va bien, quoi. Voilà. Donc, le besoin, il est immédiat de toute façon. Après, donc ça n'y répondra pas. l'interconnexion des ressources entre bassins, même dans l'eau potable, moi j'ai travaillé sur des schémas départementaux d'eau potable dans le Gers, on a toujours réfléchi à aller chercher l'interconnexion, la ressource voisine, pour permettre finalement à chaque point d'avoir 2 ressources potentielles. Au cas où il y a un problème, soit de qualité, soit de quantité, d'être capable de pouvoir boire et de ne pas être obligé d'amener des camions, des citernes pour amener de l'eau. Mais ça, c'est des réflexions qui doivent être à l'échelle des départements aussi. Je pense que les départements ont un rôle fort. Ils jouent déjà un rôle très fort avec l'assistance technique aux collectivités, au travers des SATES, des CATER et de l'ingénierie. Ils ont des compétences, même si la loi, c'est plutôt les EPCI. On voit qu'il y a plusieurs acteurs possibles, il faut coordonner tout ça. Les préfets de région ont un rôle à jouer, les préfets de bassin ont un rôle à jouer, et l'agence de l'eau évidemment aussi. Mais ça, on commence à savoir bien le faire. C'est la spécificité en France, c'est qu'on sait travailler ensemble sur ces questions-là. Ce qu'on sait moins faire, c'est l'expliquer au public et aux citoyens, parce que franchement, quand on voit nos schémas, on se dit, on a besoin des médias aussi pour expliquer. Et bravo à votre travail de vulgarisation, mais qui ne lâche jamais sur le fond et sur le contenu. C'est-à-dire, autant il faut médiatiser, il faut parler, mais il ne faut pas trop simplifier non plus, parce que sinon on dit des choses... On peut pas. C'est un sujet complexe avec de la nuance, avec des solutions, un mix de solutions, on l'a vu, et des problématiques qui ne sont pas les mêmes partout. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question à nos intervenants? On a vu beaucoup d'aspects. L'agence de l'eau n'est plus là par la voix de Guillaume Choisy, mais je crois qu'il y a des représentants dans le public, donc elle pourrait également répondre. Vous avez été parfaitement complets, messieurs. Pas de questions non plus. Vous voyez, vous pensiez sur le projet de réalimentation de nappes qui effectivement suscite beaucoup la curiosité. Dernier mot. Nous approchons de la fin de cette conférence. Alors nous vous remercions vivement de l'avoir suivi, mais ce n'est que le début de tous les échanges riches qui nous attendent pour 2 jours sur le Salon Cyclo. Un grand merci à vous tous, messieurs, et à vous pour votre attention et vos questions, votre question. On a fait le point donc sur cette disponibilité de la ressource en eau. C'est un peu le sujet central des préoccupations. Tout le reste va découler de ça. Je précise que cette conférence, comme toutes les autres à suivre sur les 2 jours, a été enregistrée, filmée et enregistrée et sera mise en ligne dans quelques jours sur la chaîne YouTube de Cyclo. Vous pourrez donc la revisionner. Et côté conférence, on se retrouve à 11h30 pour une deuxième séquence sur l'eau dans la ville et les stratégies pour un avenir résilient. Vous avez commencé à en parler, cette question de la gestion intégrée des eaux pluviales. On y reviendra tout à l'heure à 11h30. Merci beaucoup et à tout à l'heure. 3, 2, 1.